Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire duo qui sera consacré ce soir à la déclaration de revenus. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Anne David, donc je suis expert comptable chez Duo Solutions sur le site de Poitiers. Ma particularité, c'est que je suis animatrice de formation pour les collaborateurs Duo et que j'anime un certain nombre de webinaires pour les clients Duo. Donc, le webinaire de ce soir va être consacré à l'impôt sur le revenu. Donc, c'est la première fois qu'on consacre un webinaire à ce sujet pour vous donner des conseils en matière d'impôt sur le revenu, en dehors de ceux qu'on avait animés sur le prélèvement à la source et celui où on parlait des dispositions de la loi de finances avec les nouveautés pour l'année 2023 ou 2024. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de démystifier un peu de la déclaration de revenus, de vous éclairer sur un certain nombre de points, notamment sur un certain nombre de réductions et crédits d'impôt qui existent. Il est en complément du webinaire de début d'année qui vous annonçait un peu les nouveautés. Forcément, il ne sera pas exhaustif, compte tenu du timing qui nous est imparti. Juste pour info, donc la documentation professionnelle sur la déclaration de revenus de cette année fait à peu près 1000 pages. Donc, on va voir que tout se complexifie, tout s'intensifie. Alors, en préambule, quelques petites abréviations que j'ai utilisées sur les diapos pour simplifier la lecture. Donc, impôt sur le revenu IR, réduction d'impôt RI, crédit d'impôt CI, plus-value PV. Donc là, on verra qu'il n'y en a pas dans cette présentation. Loi de finances, donc LF ou LDF, revenu fiscal de référence, c'est RFR, la déclaration générale des revenus, donc celle que vous allez déposer prochainement, c'est l'imprimé 2042, et la déclaration des revenus fonciers, c'est la déclaration 2044. Comme je le disais tout à l'heure, je vous ai présenté un webinaire en janvier ou février 2024 pour vous présenter les dispositions de la loi de finances. Je vous avais exposé qu'il n'y avait pas de grande révolution en matière de fiscalité personnelle. Il y a beaucoup de petites mesures avec un verdissement général de la fiscalité, une reconduction de pas mal de dispositifs, mais parfois avec des conditions plus restrictives. Donc, on reviendra sur ces conditions plus restrictives, notamment sur deux sujets. Au final, les dispositifs de défiscalisation se tarissent. La déclaration de revenus dont on va parler ce soir, elle est de plus en plus compliquée. Il y a de plus en plus d'informations à fournir, mais à contrario, il y a très peu de pièces à transmettre en live. C'est-à-dire qu'il y a très peu de pièces qui doivent être jointes à la déclaration de revenus. Par contre, il y a beaucoup d'informations à fournir et beaucoup de justificatifs à tenir à disposition. Ça veut dire que ces justificatifs, vous devez les conserver et vous devez être en mesure de les produire quand l'administration fiscale vous les demandera, si elle vous les demande. Le calendrier pour les déclarations de revenus cette année, c'est au 23 mai. Donc, les déclarations de revenus se font sur impôt.gouv, sur Internet. C'est au 23 mai pour les départements du 01 à 19, au 30 mai 2024 pour les départements de 20 à 54 et au 6 juin 2024 pour les départements de 55 à 976. Alors là, j'insiste sur les calendriers pour pas qu'il y ait de méprise. En ce qui concerne les déclarations qui sont établies par Duo, tout est au 6 juin. C'est-à-dire que Duo télétransmet les déclarations via un portail professionnel. Donc, quand c'est Duo qui établit votre déclaration de revenus, peu importe le département dans lequel vous êtes, la date limite est le 6 juin. Le calendrier qui s'affiche avec les trois zones pour les trois fractions de département, ce sont pour les gens qui font leur déclaration de revenus eux-mêmes. Donc, si vous êtes client de chez Duo et que vous faites vous-même votre déclaration de revenus, vous devez respecter le calendrier. Si c'est Duo qui établit la déclaration pour vous, la date limite, c'est le 6 juin. Bien entendu, compte tenu du timing, on ne va pas pouvoir aborder tous les sujets. On ne sera pas exhaustif. Donc, volontairement, j'ai éliminé certains sujets qui mériteraient à eux tout seuls un webinaire. Donc, tout ce qui est défiscalisation immobilière, tout ce qui concerne les revenus fonciers et en ce qui concerne les revenus mobiliers, l'option soit pour le prélèvement forfaitaire unique, soit pour le barème. Donc, si on a
quelques temps à la fin et que vous avez éventuellement une ou deux questions, je pourrais peut-être répondre, mais je pense qu'on va être un peu court. Le programme, on va parler d'abord du foyer fiscal, les changements d'adresse, les changements de situation familiale et le rattachement des enfants. Ensuite, on parlera des revenus, les salaires et les retraites, avec des points particuliers sur leur rémunération des gérants, les indemnités de sécurité sociale et tout ce qui concerne les enfants, les salaires des apprentis, des étudiants et des stagiaires. Autre point, les frais professionnels. Donc, je vais vous présenter l'option que vous avez entre le forfait de 10% ou les frais réels. Et en ce qui concerne les frais réels, on fera un petit focus sur deux points particuliers, les frais de trajet, les frais de repas. On passera ensuite à tout ce qui est déduction fiscale. Donc, on verra des charges qui sont déductibles du revenu, des réductions d'impôts, des crédits d'impôts. Donc là, voilà, tout s'affiche à l'écran. On les verra au fur et à mesure. C'est pas la peine qu'on prenne du temps à lister tout le programme. Ensuite, juste un point sur les comptes à l'étranger, puisqu'ils font l'objet d'une question particulière de l'administration fiscale. Et si on a du temps, on fera un petit bonus focus sur les enfants, focus que j'avais déjà fait dans la présentation précédente, un bonus sur le barème et le calcul d'impôt, et le bonus sur le prélèvement à la source qui rebondit aussi sur ce que je vous ai déjà présenté. On va commencer par le foyer fiscal. Quand vous recevez votre déclaration de revenus, la première chose que vous avez à faire sur la partie identification, c'est de signaler tous les changements d'adresse et les déménagements qui sont intervenus. Donc, le principe étant que tout changement d'adresse doit être signalé au cadre 1 de la déclaration. C'est important, et j'insiste là-dessus, pour la problématique de taxe d'habitation. Puisque vous savez que depuis l'année 2023, tout le monde est exonéré de taxe d'habitation sur la résidence principale, quel que soit le niveau de revenu. Doit être signalé sur la déclaration de revenus les changements d'adresse qui sont intervenus en 2023, donc en précisant la date du déménagement, mais doivent aussi être signalés les changements d'adresse en 2024 en précisant la date du déménagement, c'est-à-dire tous les déménagements qui sont intervenus entre le 1er janvier 2024 et la date d'établissement de la déclaration. Point de vigilance particulier, on doit toujours préciser si à la nouvelle adresse, on est propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit. Et si on est locataire, on doit normalement mentionner le nom du propriétaire. En ce qui concerne les modifications de situation familiale, donc je vous avais déjà exposé lors d'un précédent webinaire sur le prélèvement à la source que toute modification dans la situation familiale devait être signalée sur impôt.gouv dans les 60 jours pour que l'administration puisse ajuster les taux de prélèvement à la source et que les prélèvements soient adaptés à la nouvelle situation familiale. Donc, quels peuvent être les changements de situation familiale? Premier point, mariage ou PACS dans l'année 2023. Donc, le principe du mariage ou du PACS en cours d'année, c'est qu'on a une imposition commune. Mais en réalité, vous avez deux possibilités. Donc, on a plus qu'on avait avant, c'est-à-dire, on fait deux déclarations tout seul jusqu'à la date du mariage et on fait une troisième déclaration pour la partie commune du mariage jusqu'à la fin de l'année. Ça n'existe plus. Au jour d'aujourd'hui, le principe, c'est l'imposition commune, mais vous avez la possibilité de décider de faire des déclarations séparées. Donc, quand on fait une déclaration commune pour l'année 2023, c'est comme si le mariage ou le PACS avait été célébré au 1er janvier. A contrario, si on décide de faire des déclarations séparées pour l'année 2023, c'est comme si le mariage ou le PACS avait été célébré le 31 décembre 2023. Par contre, si vous êtes marié ou pacsé en 2023, automatiquement, en 2024, vous aurez l'obligation, sur les revenus 2024, de faire une déclaration commune. Si vous optez pour la solution numéro 2, c'est-à-dire de continuer à faire des déclarations séparées, il ne faut pas oublier de mentionner sur chaque déclaration l'adresse de l'autre époux ou partenaire et la date du mariage ou du PACS. C'est-à-dire qu'il faut quand même signaler sur votre déclaration de revenus que vous êtes marié ou pacsé. J'insiste, quand vous faites votre déclaration sur impôt.gouv dans les 60 jours en cours d'année, on vous a éventuellement déjà demandé si vous voulez faire une déclaration commune ou séparée. Si vous avez choisi l'un ou l'autre, vous pouvez encore changer d'avis jusqu'à la date de dépôt de votre déclaration, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin 2024. Bien entendu, pour décider quel est le plus intéressant, il faut faire les calculs et choisir l'option qui coûte le moins cher. Autre changement de situation familiale, les séparations, les divorces ou les ruptures de PACS en 2023. Donc là, pour le coup, vous n'avez pas le choix.
automatiquement, vous devez faire des déclarations séparées pour toute l'année 2023. Comme si la séparation ou la rupture de Pacte avait été constatée au 1er janvier 2023. J'en profite pour faire un petit focus sur le cas particulier des conjoints qui sont officieusement séparés, donc là j'ai mis officieusement entre guillemets, peuvent déposer des déclarations séparées alors qu'ils sont encore mariés ou pacsés. Les conjoints qui sont séparés de biens et qui ne vivent pas sous le même toit, et j'insiste sur séparés de biens, et les époux qui seraient en instance de séparation de corps ou de divorce, qui seraient autorisés par un tribunal à avoir des résidences séparées. Dernier point en matière de modification de situation familiale, les décès. Donc on peut avoir le décès d'un conjoint dans l'année 2023. Donc là, on a 2 déclarations à déposer. Une déclaration commune des revenus pour la période du 1er janvier jusqu'à la date du décès et une déclaration par le conjoint survivant de ses revenus de la date du décès jusqu'au 31 décembre. J'insiste aussi pour dire que la date limite de dépôt des déclarations de revenus en cas de décès du conjoint, c'est la même que pour les autres déclarations. Il n'y a plus nécessité, juste après la date du décès de conjoint, de faire une déclaration. Il ne faut pas oublier de répartir, outre les salaires et les retraites, puisque là, vous allez avoir 2 déclarations, donc il faut répartir les revenus. Donc, revenus professionnels, qu'ils soient commerciaux, agricoles ou libéraux. Tout ce qui est revenus fonciers, donc ça, ce sont les revenus locatifs. Les charges déductibles, on en parlera tout à l'heure, les pensions alimentaires et la CSG. Et ensuite, les bases de réduction et crédit d'impôt. Les dons, les frais de garde, des emplois à domicile. Donc, si vous avez des emplois à domicile, vous recevez normalement une déclaration de CESU qui est pour l'année civile 2023. Si vous avez un décès d'un conjoint dans l'année 2023, il faut faire une répartition. En principe, le principe général de répartition, c'est la date d'encaissement ou de paiement, avec des modalités spécifiques, avec une possibilité de répartition pro rata temporis sur les options pour les revenus commerciaux, agricoles ou libéraux. Donc j'insiste là-dessus, quand il y a un décès dans l'année 2023, attention à la répartition des revenus. Point de vigilance sur le décès, ne pas porter la date du décès sur la 2e déclaration, c'est-à-dire la déclaration que va faire le conjoint survivant. Sinon, il va lui aussi être considéré comme décédé à la même date que son conjoint. Et je vous laisse imaginer ce que c'est quand l'administration fiscale considère à tort que vous êtes décédé. C'est un imbroglio pas possible. Donc, on porte la date du décès uniquement sur la déclaration commune. Toujours dans la composition du foyer fiscal, le rattachement des enfants. Donc, petit rappel sur les enfants qui peuvent être rattachés fiscalement à leurs parents. Donc, tous les enfants qui ont moins de 18 ans, qui sont mineurs. Les enfants qui ont entre 18 et 21 ans sans condition. Les enfants qui ont entre 21 et 25 ans s'ils sont étudiants. Et les enfants, quel que soit leur âge, à partir du moment où ils ont un degré d'infirmité. Alors, petit point de vigilance, on se place au 1er janvier pour déterminer l'âge d'un enfant. Donc, si au 1er janvier 2023, vos enfants ont moins de 21 ans, ils peuvent être attachés sans condition. Donc, un enfant qui a eu 21 ans le 5 janvier 2023 peut être attaché à la déclaration de ses revenus de ses parents sans condition pour l'année 2023. Deuxième point de vigilance, le rattachement est possible que l'enfant dispose ou non de revenus et qu'il vive ou non au domicile de ses parents. Et dernier point de vigilance, on en reparlera tout à l'heure, on ne peut pas rattacher, cumuler rattachement d'un enfant au foyer fiscal de ses parents avec la déduction d'une pension alimentaire. Donc c'est soit il est rattaché à ses parents, soit il fait une déclaration tout seul et éventuellement on peut déduire une pension alimentaire. Point de vigilance sur les rattachements d'enfants majeurs. Normalement, il y a une demande de rattachement. Cette demande de rattachement, qui est un papier par lequel, ou un document par lequel l'enfant demande le rattachement au foyer fiscal de ses parents, n'a pas à être adjoint à la déclaration de revenus, mais doit pouvoir être transmis sur demande de l'administration fiscale. Donc, je vous conseille d'anticiper, de faire signer les demandes de rattachement à vos enfants. Ça évite de courir après en cas de contrôle, sachant que l'administration fiscale peut revenir sur les déclarations de revenus 3 ans en arrière. Donc, je vous conseille d'avoir les documents dans vos dossiers. Nouveauté 2022
Le numéro fiscal de l'enfant doit être indiqué, c'est-à-dire que tous les enfants majeurs ont un numéro fiscal. Donc, ils reçoivent un document de l'administration fiscale qui leur attribue un numéro. Je vous conseille vivement de demander à vos enfants de ne pas jeter ce document-là, puisque ce document, on en aura besoin, y compris si vous les rattachez à votre propre foyer. Nouveauté 2023, l'adresse de l'enfant doit être mentionnée si elle est différente de celle de ses parents. Donc, vous voyez que tous les ans, on en rajoute un petit peu. Avant, on mettait uniquement le nom, le prénom, la date de naissance. Maintenant, c'est nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, numéro fiscal, adresse. Si les parents font des déclarations séparées, le majeur ne peut demander son rattachement qu'à un seul parent. Par contre, on peut changer tous les ans. Donc ça, c'est important, hein. Les majeurs ne peuvent pas être entre guillemets en résidence alternée. Un enfant majeur doit demander le rattachement soit au foyer fiscal de ses parents si ses parents vivent toujours ensemble, soit au foyer fiscal de son père ou au foyer fiscal de sa mère si ses parents font des déclarations séparées. En ce qui concerne les mineurs, petit point de vigilance en cas de déclaration séparée. Hein. Donc, on doit tenir compte de la réalité et surtout se mettre d'accord entre ex-époux si jamais la répartition fiscale, c'est-à-dire ce que vous faites sur vos déclarations de revenus, ne correspond pas à la répartition judiciaire. En principe, sur des enfants mineurs, et quand il y a un divorce, il y a une décision de justice, il y a un mode de répartition qui a été défini, mais on n'est pas obligé de le suivre fiscalement. Puisque d'ailleurs, dans les faits, ça ne suit pas forcément la répartition judiciaire. Je vous ai mis un petit point de vigilance. Attention aux situations incohérentes. On ne peut pas rattacher un enfant au domicile fiscal de son père si la résidence du père est très éloignée de l'établissement scolaire de l'enfant, par exemple. Donc, ça doit être cohérent par rapport à ce qui se passe dans la réalité. En ce qui concerne les parents concubins, donc là, le concubinage n'est pas une situation fiscale. Hein. Les concubins, c'est deux personnes qui vivent sous le même toit, mais qui continuent à faire des déclarations séparées. On peut changer tous les ans le rattachement des enfants mineurs, donc une année sur le papa, une année sur la maman. Je vous conseille, si vous changez d'une année sur l'autre, de cocher la case 0 dans celui qui, par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, si c'est le papa qui a rattaché l'enfant en 2022 et qu'en 2023, c'est la maman, je vous conseille sur la déclaration 2023 du papa de mettre 0 pour signaler à l'administration fiscale qu'il y a un changement. Autrement, on a eu plusieurs cas comme ça où les enfants se retrouvaient rattachés d'une part à leur père, d'une part à leur mère, mais en général, ça dure pas très longtemps parce que l'administration fiscale s'en aperçoit et quand elle vient vous réclamer l'argent 3 ans après, c'est un tout petit peu désagréable. Une notion qui fait l'objet de beaucoup de discussions, la notion de parents isolés. Vous savez que quand vous avez le statut, entre guillemets, de parents isolés, vous avez droit à une demi-part supplémentaire. Donc, qui dit demi-part supplémentaire dit réduction de l'impôt. La notion de parents isolés suppose de vivre seul. Donc, j'insiste là-dessus. Hein. Des concubins qui vivent à la même adresse, même s'ils n'ont pas d'enfants communs. Si vous avez un des concubins qui rattache un enfant à son foyer fiscal, il ne peut pas cocher la case parents isolés. Je vous ai mis attention aux parents isolés qui font des déclarations à la même adresse. C'est souvent ce qui alerte l'administration fiscale. Et le concubinage, quel que soit le sexe, ne permet pas de bénéficier de la majoration pour parents isolés. Donc, c'est pas une notion homme-femme. Si vous avez deux femmes qui vivent ensemble en concubinage, s'il y en a une qui a un enfant, elle n'est pas considérée, et qu'elle essaie de la rattacher à son foyer fiscal, elle n'est pas considérée comme étant parent isolé. Les enfants en résidence alternée, donc ça c'est possible que pour les mineurs, hein, puisque les majeurs doivent choisir d'être attachés au foyer fiscal de leur père ou de leur mère quand on a des parents qui sont séparés. À défaut de précision dans le jugement de divorce, c'est le lieu de résidence qui s'apprécie au regard des circonstances de fait. Donc là, on regarde ce qui se passe dans la réalité, hein, pour savoir exactement où vivent les enfants. On peut faire beaucoup de choses, hein. On peut faire beaucoup de choses, mais il faut que l'ensemble soit cohérent. Je vous ai mis bien cocher les cases ad hoc parce que vous avez des cases pour le rattachement d'enfants, mais vous avez aussi des cases spéciales pour le rattachement d'enfants en résidence alternée. On parlera tout à l'heure des frais de scolarité. Les frais de scolarité doivent aussi être isolés
s'il concerne des enfants qui sont en résidence alternée, et bien renseigner les coordonnées de l'autre parent. L'administration fiscale, quand il y a de la résidence alternée, a toujours besoin de pouvoir vérifier que on a une résidence alternée, c'est-à-dire des parts qui sont divisées par 2 chez le papa et des parts qui sont divisées par 2 chez la maman. Alors, on va faire un petit focus sur les revenus, puisque la déclaration de revenus, voilà, une fois qu'on a précisé son adresse et sa situation familiale, c'est une déclaration de revenus. En principe, pour tous les gens qui ont un statut salarié ou qui sont retraités, les salaires, les pensions, les indemnités de chômage et les indemnités de sécurité sociale sont préimprimés. Je vous conseille de vérifier que ça correspond bien aux documents qui sont produits par les caisses de retraite que vous pouvez télécharger sur vos espaces, sur les caisses de retraite, puisqu'ils n'envoient quasiment plus rien par courrier. En ce qui concerne les salariés, mieux vaut s'assurer que ça correspond au cumul imposable qui figure sur le dernier bulletin de salaire ou les derniers bulletins de salaire si vous avez eu plusieurs employeurs dans l'année, ou sur les attestations que vous donnent les employeurs avec les montants à déclarer. Si vous constatez des anomalies, vous avez la possibilité de corriger. 3 cas particuliers, les rémunérations de gérance. Donc, les rémunérations de gérance ne sont pas dans les salaires, ne sont pas des salaires. Donc, elles ne doivent pas être déclarées dans les cases 1 AJ à 1 BJ, qui sont des cases qui correspondent aux déclarations des salaires. Elles doivent être déclarées dans des cases spéciales, la 1 GB et la 1 HB. Pourquoi ça? Parce que vous n'avez pas de bulletin de salaire, donc il n'y a pas de prélèvement à la source sur un bulletin de salaire. Donc, elles sont isolées dans des cases spéciales pour qu'on puisse vous prélever à la source directement sur vos comptes bancaires. Si vous les mettez dans les cases salaires, vous n'aurez plus aucun acompte d'impôt sur le revenu qui sera prélevé, puisqu'ils vont chercher à les prélever sur des bulletins et vous n'aurez pas de bulletin. Petit rappel sur les rémunérations de gérance. En principe, la rémunération imposable, c'est la rémunération nette plus la CSG non déductible qui a été payée dans l'année sur les charges sociales. Petit point particulier sur les indemnités de sécurité sociale, j'attire votre attention s'il y a beaucoup de problèmes sur le sujet en cas de maintien de salaire par l'employeur. Donc, on a un timing trop court pour que je m'étende sur le sujet, mais le principe étant que quand votre employeur, vous êtes absent, normalement, votre employeur devrait déduire votre absence sur votre bulletin de salaire et ensuite vous touchez les indemnités de sécu. Donc, dans ce cas-là, pas de souci, vous déclarez le salaire versé par votre employeur qui a été minoré de votre absence maladie, plus les indemnités de sécu que vous avez touchées. Mais la plupart du temps, en cas d'absence maladie, il y a un maintien de salaire par l'employeur. Et donc, vous avez un bulletin de salaire qui ne bouge pas et les indemnités de sécurité sociale sont perçues par votre employeur. En général, la Sécu vous envoie quand même un montant d'indemnité à déclarer. Donc, il s'agit de s'assurer que vous n'avez pas déclaré 2 fois vos indemnités de Sécu, une fois celles qui sont perçues par votre employeur et l'autre dans le cadre du maintien de salaire. 3e cas particulier, le traitement de prime de partage de la valeur. Donc, on en a parlé assez longuement dans un autre webinaire que j'avais animé, je crois que c'est au mois de décembre, qui s'appelait « Comment rémunérer ses salariés sans charge sociale ». Donc, vous savez que vous avez des seuils d'exonération pour cette prime de partage de la valeur. 3 000 € dans le cas général et 6 000 € dans certains cas particuliers. Et donc, vous avez des cas spécifiques. Évidemment, si vous ne les portez pas dans les cases spécifiques, si vous les portez dans les cases normales, elles vont être imposées, mais vous devez les porter dans des cases spécifiques, même si elles sont exonérées, parce qu'elles rentrent dans votre revenu fiscal de référence. Donc, c'est un élément de vos revenus dont l'administration fiscale a besoin d'avoir connaissance, mais par contre, qui n'est pas imposable. Donc, il faut bien le mettre dans les bonnes cases. Je vous ai indiqué les numéros de cases sur la diapo. Les enfants, donc beaucoup de questions nous sont posées sur les salaires des enfants, donc qu'ils soient apprentis, étudiants ou stagiaires. Alors les apprentis, c'est assez simple. Donc l'apprenti, qu'il soit rattaché à votre foyer ou qu'il fasse sa déclaration tout seul, les salaires des apprentis sont exonérés à hauteur de 20 815 pour 2023. Donc seule la fraction qui dépasse 20 815 doit être déclarée. Pour résumer, vous avez un apprenti qui touche 22 000, il doit déclarer 22 000 moins 20 815. S'il a touché que 15 000 dans l'année, rien à déclarer. On ne met rien sur la déclaration de revenus. En ce qui concerne les étudiants,
tous les salaires qui sont perçus par les étudiants de moins de 25 ans pour leur job d'été et les jobs pendant l'année scolaire. Donc, ce que j'appelle job pendant l'année scolaire, c'est un étudiant qui, par exemple, travaillerait dans un fast-food tous les vendredis et samedis pour se faire un peu d'argent de poche. Tous ces salaires-là sont exonérés à hauteur de 5 204. Donc, 5 204 étant une limite annuelle pour l'année 2023. La même chose que les apprentis, on ne doit déclarer que ce qui dépasse. Donc, s'il a touché plus de 5 204 €, on ne déclare que ce qui dépasse. Indemnités de stage et bourses. Les bourses étudiantes ne sont pas imposables. Elles n'ont pas à être portées sur la déclaration de revenus. En ce qui concerne les indemnités de stage, donc les indemnités de stage qui sont dans le cadre de stages obligatoires et dans des stages, voilà, dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire imposé par les écoles, les indemnités de stage sont exonérées dans la limite de 20 815 pour l'année 2023. Comme pour les apprentis, on déclare que ce qui dépasse. Une fois que vous avez déclaré vos revenus, alors effectivement, il y a plein d'autres revenus spécifiques. Hein. Il y a des revenus mobiliers, il y a des revenus fonciers. Voilà, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à eux tout seuls. Là, j'ai fait des focus sur les choses qui sont les situations les plus courantes. On a les frais professionnels. Alors souvent, ça passe complètement inaperçu. Quand vous déclarez des salaires et d'ailleurs quand vous déclarez des retraites, hein, vous avez automatiquement application par l'administration fiscale d'un forfait de 10% pour frais professionnels. Donc si vous faites rien, que vous déclarez vos salaires dans la case qui va bien ou des retraites dans la case ad hoc, vous aurez obligatoirement l'application d'un forfait de 10% par l'administration fiscale. Ce forfait étant calculé automatiquement avec un minimum de 495 €, c'est-à-dire que si vous avez une rémunération de 1 000 € pour l'année, vous allez quand même avoir une déduction de 495 €. A contrario, si vous avez 180 000 € de revenus pour l'année 2023, votre déduction de 10% sera maximum de 14 171 €. Donc ça, c'est si vous ne faites rien. Vous avez la possibilité d'opter pour les frais réels. Donc c'est une option. Il y a une case à cocher sur la déclaration de revenus et on opte pour les frais réels quand les frais réels qu'on a engagés, frais professionnels, sont supérieurs à 10%. Donc si vous avez 100 000 € de rémunération, voilà, l'administration fiscale va vous calculer un forfait de 10%, donc de 10 000 €. Si vos frais professionnels, c'est-à-dire vos frais de trajet, vos frais de repas, et éventuellement d'autres frais que vous pourriez avoir qui sont liés à votre activité professionnelle sont supérieurs à 10 000 €, vous avez intérêt à opter pour les frais réels. Vous avez un détail à fournir sur votre déclaration de revenus, mais pas de justificatif à transmettre. Par contre, il faut les garder, parce que là, la prescription, comme en matière d'impôt sur le revenu, est de 3 ans. Donc, ça veut dire que dans 3 ans, l'administration fiscale peut vous réclamer le détail de vos jours travaillés pour l'année 2023. Petit focus sur les frais réels, donc frais de trajet, c'est-à-dire les frais domicile, lieu de travail, vous avez droit à 40 km, sauf circonstances particulières. Donc 40 km, c'est aller, donc vous pouvez déduire maximum 80 km par jour, sauf circonstances particulières voulant dire que c'est pas par convenance personnelle que vous avez décidé d'habiter loin de votre lieu de travail. Je prends souvent l'exemple, vous avez un conjoint qui travaille à La Rochelle, un conjoint qui travaille à Poitiers, vous habitez entre La Rochelle et Poitiers, chacun des conjoints va faire plus de 40 km pour aller au travail, c'est des circonstances particulières, ils vont pouvoir tous les deux déduire des frais de kilomètres qui excèdent 80 km par jour. Le principe général étant qu'on a droit à un aller-retour par jour maximum. Pour cette année, donc le barème kilométrique 2023, on a eu la surprise de voir que le barème était inchangé. Et petit rappel aussi, le barème s'applique véhicule par véhicule, avec un barème spécial pour les véhicules électriques. Qu'est-ce que ça veut dire véhicule par véhicule? Ça veut dire que si vous avez changé de voiture en cours d'année, vous prenez le total des kilomètres faits par ce véhicule-là, vous appliquez le barème, et pour le deuxième véhicule, vous prenez le total des kilomètres faits par le deuxième véhicule et vous appliquez le barème. Ça donne pas toujours le même résultat que de cumuler le barème, que de cumuler les kilomètres faits par l'ensemble des véhicules, puisque le barème étant un barème par tranche de kilomètres.
Frais de repas, alors juste sur les frais réels et sur les kilomètres, hein, attention à pas multiplier forcément le nombre de jours travaillés par le nombre de kilomètres, puisque en ce qui concerne les jours de télétravail, il faut les déduire. Frais de repas, donc là, vous avez le droit de déduire, si vous optez pour les frais réels, des frais de repas. Ça veut dire des dépenses supplémentaires de repas, c'est-à-dire que vous considérez que le fait de travailler à l'extérieur vous fait engager des dépenses supplémentaires. Deux modes de calcul pour la dépense supplémentaire. Le premier mode, c'est vous mangez à l'extérieur, effectivement, vous avez des notes. Donc, vous allez manger à la cafétéria d'un supermarché ou vous allez manger effectivement au restaurant tous les jours. Vous avez le droit de déduire le prix que vous avez payé, moins le prix d'un repas pris à domicile, puisque l'administration fiscale considère que quand vous mangez chez vous, ça a un coût et ça coûte 5,20 €. Donc, vous n'avez le droit de déduire que la dépense supplémentaire. Ce que j'ai payé, moins l'évaluation du repas que j'aurais pris à la maison. Ou, deuxième chose, vous estimez forfaitairement la dépense supplémentaire à 5 € par jour. Pour les salariés qui travaillent et qui ils ont une possibilité de déduire des frais sans justificatif à hauteur de 5,20 € par jour si vous n'avez pas de possibilité de restauration collective sur le lieu de travail. Alors, j'insiste sur la restauration collective sur le lieu de travail. Le fait que sur votre lieu de travail, vous ayez une pièce aménagée, une cuisine ou une salle où vous pouvez déjeuner et où il y a un frigo, un micro-ondes, c'est pas une possibilité de restauration collective. Il faut entendre par possibilité de restauration collective plutôt un restaurant d'entreprise. Deuxième condition, la pause méridienne ne permet pas de rentrer chez soi. Donc, les salariés qui optent pour les frais réels, qui n'ont pas de restaurant d'entreprise et qui peuvent déduire 5,20 € par jour travaillé. Attention, point de vigilance, si vous avez une participation de l'employeur à des titres resto, forcément, il faut déduire des 5,20 € la part patronale des tickets resto. L'administration fiscale ne vous permet pas de déduire une dépense qui a été financée par votre employeur. Attention aussi au décompte des jours et notamment des jours de télétravail. Donc voilà pour tout ce qui concernait les revenus et les frais professionnels. Ensuite, on va passer à tout ce qui est déduction d'impôts, donc réduction de la base imposable, réduction d'impôts et crédit d'impôt. Alors, petit préambule que j'ai déjà fait dans plusieurs présentations, mais pour ceux qui assisteraient pour la première fois à un webinaire animé par moi, il faut faire la différence entre ce qui est une charge déductible, une réduction d'impôt et un crédit d'impôt. Une charge déductible, je vous ai mis entre parenthèses exemple les pensions alimentaires, c'est une charge qui réduit la base imposable. Donc on verra tout à l'heure que son impact dépend de la tranche d'imposition dans laquelle vous êtes. Une réduction d'impôt, c'est une réduction qui vient diminuer l'impôt à payer, donc pas la base de l'impôt, mais l'impôt lui-même, avec un impact qui ne dépend pas de la tranche d'imposition. Et par contre, cette réduction d'impôt peut vous ramener votre impôt à zéro, mais si vous avez une réduction d'impôt qui excède vos impôts, on ne vous rembourse pas la différence. En ce qui concerne le crédit d'impôt, c'est la même chose que la réduction d'impôt. Ça vient en moins de l'impôt. Ça ne dépend pas de votre tranche d'imposition, mais par contre, si vous avez un impôt qui est, un crédit d'impôt qui est supérieur à votre impôt, on vous rembourse. Donc, le crédit d'impôt, notamment pour les gens qui ont des petits revenus, est toujours plus favorable que la réduction d'impôt. Première réduction de base imposable, donc c'est la CSG. La CSG, en principe, elle est préimprimée. Ça concerne pour l'essentiel les gens qui ont des revenus fonciers ou des revenus de location meublée. Vous payez de la CSG sur ces revenus-là et l'année suivante, vous avez une partie qui est déductible. En principe, elle apparaît sur votre avis d'imposition 2023 sur vos revenus 2022 et en principe, elle est préimprimée et complétée déjà sur sur impôt.gouv si vous faites votre déclaration sur impôt.gouv. Petit point de vigilance si vous en cas de séparation, parce que la CSG a été payée par le couple, donc il faut se mettre d'accord ensuite sur qui la déduit sur sa déclaration l'année suivante quand vous faites des déclarations séparées. Autre charge qui vient en moins de votre revenu imposable, l'épargne retraite, donc les plans d'épargne retraite, les pré-fonds.
vous avez des cas spéciaux sur la déclaration de revenus. Elles sont déductibles dans la limite de plafond. Donc, en principe, les plafonds sont préimprimés. Et j'insiste sur ce point-là, sur la possibilité de bénéficier du plafond de son conjoint. C'est-à-dire que des fois, vous avez dans un couple quelqu'un qui consomme du plan d'épargne retraite, qui consomme ses plafonds en matière de préfonds. Si vous cochez la case qui va bien, c'est-à-dire la 6QR, vous pouvez bénéficier du plafond de votre conjoint. Donc, je vous conseille, moi, toujours de cocher cette case-là. Comme ça, vous êtes sûr que vous aviez les plafonds maximum. Attention au Madelin retraite qui serait déjà déduit des résultats professionnels. Donc, quand vous faites votre déclaration tout seul et que vous avez déduit dans une activité commerciale libérale des retraites Madelin, vous devez quand même les porter sur votre déclaration de revenus. Mais c'est des classes spéciales puisque c'est des mentions pour information. Vous les avez déjà déduites de votre résultat professionnel. Donc, forcément, vous n'êtes pas autorisé à les déduire une deuxième fois. Donc, vous devez remplir des cases spéciales. Et vous ne devez porter que les Madelin retraite. C'est-à-dire que ça ne concerne pas les Madelin prévoyance et santé. Les pensions alimentaires, donc ça, on entend souvent pension alimentaire, il y a confusion parce que les gens pensent pension alimentaire, donc ils s'imaginent décision de justice avec une pension alimentaire souvent décidée par un juge dans le cadre d'un divorce. Il ne s'agit pas de pension alimentaire judiciaire. Les pensions alimentaires au sens fiscal du terme, c'est une notion d'obligation alimentaire. Donc, vous avez une obligation alimentaire vis-à-vis de vos ascendants et descendants. Et c'est dans le cadre de cette obligation alimentaire, donc en fait, c'est une aide financière que vous apportez soit à vos enfants, soit à vos parents. Donc, on a de plus en plus de gens qui, notamment, versent des pensions alimentaires à leurs parents, des parents qui sont âgés et qui n'ont pas les moyens financiers de payer intégralement leurs frais dans une EHPAD, par exemple. Et donc, c'est considéré comme une pension alimentaire. Vous accordez une aide financière à vos parents, c'est considéré comme une pension alimentaire. Donc, il y a des limites. Pour les enfants, il y a une limite de 6 674 € par an et par enfant. Il faut apporter des justificatifs de dépenses. Et vous avez une deuxième limite, qui est une limite de 3 968, sans justificatif, qui correspond au forfait hébergement nourriture. Donc, grosso modo, si vous détachez vos enfants, que vous leur faites faire une déclaration tout seul et que vous les hébergez, qu'ils habitent encore chez vous, vous avez le droit de déduire 3 968 € sans produire aucun justificatif. Bien entendu, s'ils ont habité chez vous qu'une partie de l'année, on réduit ça au prorata. En ce qui concerne les parents, c'est un peu plus souple parce qu'il n'y a pas de limite en montant. Par contre, il faut apporter la preuve, entre guillemets, que votre ascendant est dans le besoin. Alors, on a beaucoup de questions, on en a eu beaucoup, notamment l'année dernière, sur ce sujet-là, notamment quand il y a des pensions qui sont importantes. L'administration fiscale vous envoie un joli petit courrier pour vous dire, mais voilà, je veux des justificatifs démontrant que vos ascendants sont dans le besoin. Le montant de la pension doit être en rapport avec la fortune du donateur. Donc, on dit qu'il n'y a pas de montant maximum, mais voilà, il doit y avoir quelque chose qui est cohérent entre vos revenus à vous et les revenus de vos parents et le montant de la pension que vous leur versez. Donc, plusieurs points de vigilance. 1, les pensions doivent être déclarées par le receveur s'il fait une déclaration en France. Donc, si vos parents font des déclarations en France ou si vos enfants font des déclarations en France, ils doivent déclarer les pensions alimentaires que vous leur versez. Je vous ai mis le numéro de case parce que ça ne va pas avec les autres pensions. Il y a une ligne spéciale qui s'appelle pension alimentaire reçue. 2, pour celui qui verse, on doit remplir les coordonnées des bénéficiaires. L'administration fiscale doit savoir pour toute pension que vous versez à qui vous l'avez versée. Donc nom, prénom, adresse. En ce qui concerne les pensions qui seraient versées à des parents à l'étranger, attention au rapport entre le montant que vous versez et le niveau de vie du pays. Il y a beaucoup de reprises de l'administration fiscale là-dessus, en disant voilà, c'est disproportionné par rapport au niveau de vie du pays, notamment sur les pays d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord. Dernier point, vous devez conserver tous les justificatifs. Donc moi, je vous ai mis un petit conseil, évitez de payer en espèces. Donc si vous payez tous les frais que vous payez pour vos enfants, si vous payez les appartements quand ils sont étudiants, si vous payez des billets de train, quand vos parents sont à l'étranger, vous devez garder tous les justificatifs de virements que vous leur faites, de choses que vous avez payées pour eux.
Donc, si vous payez l'appartement pour vos enfants, je vous conseille de payer par virement le propriétaire. C'est plus facile à justifier derrière. Autre déduction, donc là, c'est à peu près le même système, mais on est pour des frais d'hébergement permanents de personnes qui ont plus de 75 ans et qui ne sont pas des membres de votre famille, voilà, qui vivent en permanence sous votre toit et dont les ressources sont inférieures à 11 500 € pour l'année 2023. Vous pouvez déduire 3 968 € sur votre déclaration de revenus, sans justificatif, et il n'y a même pas besoin de faire de réduction si l'année est incomplète. Donc là, j'insiste, hein, c'est une déduction pour des gens qui ne sont pas des membres de votre famille et qui ont plus de 75 ans et qui ont des revenus très faibles. Donc ça, on y reviendra un peu tout à l'heure. Tout ce qu'on vient de voir là, ce sont des choses qui réduisent la base de votre impôt. Maintenant, on va parler des choses qui réduisent l'impôt. Une fois qu'on a calculé l'impôt, excusez-moi, j'ai appuyé. Une fois qu'on a calculé l'impôt, on verra tout à l'heure comment, on peut réduire son impôt avec des réductions d'impôt. Donc, la première réduction d'impôt dont je vais vous parler, c'est les dons. Donc, c'est une réduction d'impôt qui est accordée en contrepartie de dons que vous faites au profit de certains organismes. Les dons éligibles, voilà, c'est ceux les dons qui sont au profit de bénéficiaires prévus par la loi. On peut avoir des dons en espèces ou des dons qui sont des abandons de remboursement de frais, notamment dans les associations. Le principe général étant que la réduction est de 66% du montant des dons, pris dans la limite de 20% du revenu imposable. Mais ça, c'est le principe général. Au fur et à mesure des lois de finances, on a ajouté des réductions d'impôts pour des dons spécifiques. Donc, vous verrez sur la déclaration de revenus cette année, il y a de plus en plus de lignes sur la déclaration de revenus. Donc, je vous incite à beaucoup de vigilance sur les lignes utilisées et on va voir qu'il y a des plafonds spécifiques. Donc, l'an dernier, voilà, on avait une première ligne qui s'appelait dons à des organismes d'aide aux personnes en difficulté. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amendement Coluche. Donc, Coluche avait milité pour qu'on puisse déduire 75% des versements quand on versait au Resto du Cœur. Donc, la mesure a été adoptée à l'époque et elle est restée. Donc, tous les dons qui sont faits au profit d'organismes qui donnent de l'hébergement, de la nourriture et des soins, en principe, c'est la ligne 7 UD avec un plafond à 75%, enfin, une réduction de 75% et un plafond de 1000. L'année dernière, il y avait une ligne spéciale pour les dons à des associations cultuelles avec une réduction à 75% et un plafond spécifique. Cette année, ces dons à des associations cultuelles retombent dans le giron classique des 66%. Ensuite, vous avez cette année une nouvelle ligne qui apparaît sur les déclarations de revenus. Alors, vous voyez que ça s'appelle la 7UJ et c'est la même que celle de l'année dernière. Donc, ils nous ont fait la petite plaisanterie cette année de reprendre des numéros de ligne qui existaient déjà l'année dernière, mais de ne pas mettre le même contenu derrière. Donc, je vous incite à beaucoup de vigilance cette année. Donc, ce sont les dons pour financer les travaux des édifices religieux dans les communes de moins de 10 000 habitants entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025. Le don est déductible à 75% avec un plafond de 1 000 €. Le principe étant que quand on dépasse sur les déductions spécifiques où on a un taux de 75% et un plafond spécifique, en général, quand on dépasse, ça se reporte sur les lignes suivantes. Donc, on redescend sur les 66%. Je vous incite à beaucoup de vigilance là-dessus et moi, je vous incite plutôt à limiter. C'est-à-dire que si sur la 7UD, vous avez des dons qui dépassent les 1 000 €, par exemple 1 500, vous mettez 1 000 et vous descendez 500 € sur la ligne autres dons. Comme ça, vous êtes sûr que l'administration fiscale vous aura déduit l'intégralité de vos dons. Attention aussi pour ceux qui font de l'impôt sur la fortune, qui ont de l'impôt sur la fortune immobilière, à ne pas déduire deux fois. Vous avez certains dons qui sont déductibles de l'impôt sur la fortune immobilière. Autre chose cette année en nouveauté, les dons réalisés au profit des associations luttant pour l'égalité homme-femme, ou plutôt femme-homme, pardon. Donc les dons sont déductibles à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Donc ça va sur la ligne générale. Et c'est nouveau cette année.
Autre point, les services à la personne. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle assez régulièrement. Donc les limites n'ont pas changé. Donc les services à la personne, ce sont tous ce qu'on appelait services à domicile. Donc avec une liste très très longue, puisqu'aujourd'hui il y a 27 catégories de services à domicile. Le principe étant qu'on a droit à une réduction de 50% des dépenses engagées dans une limite annuelle. Donc la limite annuelle générale est 12 000 € plus 1 500 € par enfant à charge, avec un maximum de 15 000 €. Ensuite, une déduction spécifique avec un plafond spécifique de 15 000 € si c'est la première année vous avez ce type de dépenses. Et dans ce cas-là, vous avez droit à une majoration aussi de 1 500 € par enfant à charge, avec un plafond maximum de 18 000 €. Et ensuite, un plafond spécifique de 20 000 € pour les contribuables invalides ou qui ont à charge une personne invalide. Crédit d'impôt service à la personne. Donc, à l'intérieur de ces plafonds généraux, vous avez des sous-plafonds qui nous posent problème, qui existent depuis longtemps, mais pour lesquels l'administration fiscale n'avait pas beaucoup de moyens de contrôle. Depuis l'année dernière, l'administration fiscale a mis en place 27 lignes sur la déclaration pour dire, quand vous avez des services à la personne, quelle catégorie de services vous avez. Pour vérifier que les sous-plafonds, c'est-à-dire le plafond de 500 € pour le petit bricolage, de 3 000 € pour l'assistance informatique et de 5 000 € pour le jardinage sont respectés. Donc là, je vous invite à la plus grande vigilance sur le sujet. Autre point, attention aux organismes qui vous facturent des services d'avance. L'administration fiscale vient nous rappeler que pour que ça soit déductible, les services doivent être réglés et rendus. Donc, si vous avez un organisme qui vous vend une année de femme de ménage au mois de décembre et qui vous demande de régler l'intégralité de la facture au mois de décembre d'avance, les services n'ayant pas été rendus, normalement, vous n'avez pas droit à la réduction d'impôt. Deuxième piège, les CESU préfinancés. Vous savez que vous avez des employeurs qui préfinancent des CESU, c'est-à-dire comme les tickets resto, ils financent une partie des CESU de leurs salariés. Bien entendu, la quote-part employeur doit être soustraite. L'administration fiscale ne va pas vous donner un crédit d'impôt de 50% sur une somme qui a été financée par votre employeur. Le piège étant que l'attestation CESU ne tient pas compte de la part préfinancée. Parce que le CESU, donc l'URSSAF qui émet les attestations, ne sait pas qu'il y a un préfinancement de l'employeur. Donc c'est aux salariés de faire la soustraction. Autre crédit d'impôt, le crédit d'impôt autonomie. Donc c'est un crédit d'impôt sur des dépenses d'installation ou de remplacement de certains équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées dans l'habitation principale. Historiquement, ce crédit d'impôt, c'est ce qu'on appelait le crédit d'impôt habitation principale. Donc, il s'est appelé crédit d'impôt tapis moquette parce qu'on pouvait mettre des travaux de décoration d'intérieur. Ensuite, il a été recentré sur des travaux d'isolation donc et d'économie d'énergie. Et il a été recentré une dernière fois sur tout ce qui concerne les équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées, puisque toutes les dépenses d'isolation maintenant sont plutôt prises en charge par un dispositif qui s'appelle MaPrimeRénov'. Le crédit d'impôt, c'est 25% des dépenses d'installation ou de remplacement. Le plafond des dépenses, c'est 5 000 € et 10 000 € pour un couple. Il y a des cases forcément spécifiques à cocher. La nouveauté, c'est que je vous ai présenté lors de la loi de finances, c'est qu'il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2025. Il devait s'arrêter, mais qu'à partir du 1er janvier 2024, c'est-à-dire pour les dépenses que vous engagez éventuellement en ce moment, la liste des équipements est réduite. Donc, je vous incite vivement à les regarder si vous faites en ce moment ce type de dépenses, que vous pourrez déduire de vos revenus 2024. Mais attention à ceux qui vous vendraient des services et des équipements en vous disant que vous avez droit au crédit d'impôt et qui ne tiendraient pas compte des nouvelles dispositions. Le crédit d'impôt est réservé aux ménages aux revenus intermédiaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des revenus minimums et des revenus maximums. Jusque-là, il n'y avait pas de condition de revenu du tout. Et 3, on limite les bénéficiaires, c'est-à-dire que les bénéficiaires doivent avoir
soit 60 ans ou plus et souffrir d'une perte d'autonomie précise, il y a un classement, hein, soit présenter un taux d'incapacité reconnu supérieur ou égal à 50%. Donc, vous voyez que ça se réduit comme peau de chagrin. On a moins d'équipements éligibles. Il faut être dans une certaine tranche de revenus. Et en plus, il faut avoir des conditions d'âge ou de handicap. Ce qui n'était pas le cas avant. Autre dispositif, les systèmes de charge pour les voitures électriques. Donc ça, le crédit d'impôt existait déjà, hein. Le crédit d'impôt, c'est 75% des dépenses qu'engage un contribuable pour équiper son logement pour mettre une borne de charge de voiture électrique. La borne peut être installée soit dans son habitation principale, soit dans sa résidence secondaire, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025. Le plafond est un plafond de crédit, hein, et pas de dépenses, ça veut dire maximum 300 € par système de charge. Donc je vous ai mis un maximum pour un couple 1200, c'est-à-dire qu'un couple qui installerait 2 bornes dans sa résidence principale et 2 bornes dans sa résidence secondaire pourrait avoir un crédit d'impôt de 1200. Bon, on voit pas forcément l'intérêt d'avoir 2 bornes dans chaque logement, mais dans l'absolu, vous pourriez avoir un crédit de 1200. À partir de 2024, donc là, j'ai voulu faire un petit focus pour ceux qui seraient tentés par les voitures électriques et qui installeraient des bornes ou feraient installer des bornes en 2024. Le plafond, il est porté de 300 € à 500 €. Ça, c'est la partie bonne nouvelle. La partie moins bonne nouvelle, c'est qu'il est recentré, le crédit d'impôt, sur les seules bornes de recharge qui sont pilotables. Donc, en fait, on encourage les gens à avoir des systèmes qui permettent de moduler les consommations d'énergie dans le but d'éviter de surcharger le réseau d'électricité. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas un système de recharge pilotable, normalement, à partir du 1er janvier 2024, vous n'aurez plus droit au crédit d'impôt. Autre crédit d'impôt, donc on est dans les crédits, hein, donc ça veut dire que si à un moment donné ça excède votre impôt, vous pouvez vous faire rembourser. Les frais de garde des enfants de moins de 6 ans hors domicile, j'insiste, hein. Les frais de garde d'enfants de moins de 6 ans hors domicile rentrent dans cette catégorie-là. Les frais de garde d'enfants au domicile sont dans les services à domicile, donc dans ce qu'on a vu tout à l'heure qui s'appelait le crédit d'impôt service à la personne. Il y a beaucoup de confusion et les plafonds ne sont pas du tout les mêmes. Donc il faut bien faire attention quand vous avez des frais de garde à domicile de ne pas les mettre dans la colonne frais de garde enfants de moins de 6 ans. Donc pour les revenus 2023, cela concerne les enfants qui sont nés après le 31 décembre 2016. On a un crédit d'impôt qui est égal à 50% des dépenses qui sont plafonnées à 3 500 € par enfant, soit un crédit maximum de 1 750 € par enfant. Les dépenses éligibles, on est souvent interrogé sur le sujet, c'est les assistantes maternelles, les crèches, les garderies, les centres de loisirs sans hébergement, les garderies postscolaires ou périscolaires. Donc le principe, c'est voilà, pas d'hébergement, pas de nourriture. Il y a des cas spécifiques à remplir, forcément. Les points de vigilance, c'est en cas de déclaration de séparés des parents. Les frais de garde doivent être déduits sur la déclaration du parent qui prend l'enfant à charge. Voilà. Deuxième point de vigilance, bien remplir les cases enfant par enfant, puisque le crédit d'impôt, les dépenses sont plafonnées à 3 500 € par enfant. Donc, si vous faites le cumul et que vous mettez tout dans la case du premier enfant, vous risquez d'être plafonné et de vous priver d'un montant de réduction d'impôt, ou de crédit en l'occurrence. Donc, remplissez bien enfant par enfant. Et ensuite, on a des cas spécifiques en garde alternée, puisque forcément, les frais de garde vont être répartis. Autre avantage fiscal lié aux enfants, donc là pour le coup on parle d'une réduction d'impôt, ce sont les frais de scolarité. Donc ça c'est quelque chose qui est très souvent oublié sur les déclarations de revenus. Il n'y a absolument rien d'automatique. L'administration fiscale ne déduit pas du fait que vous avez un enfant qui a 12 ans qu'il est au collège. C'est à vous d'aller cocher les cases pour dire à l'administration fiscale j'ai un enfant collégien donc je peux prétendre à une réduction d'impôt. On se place, donc c'est la situation scolaire en cours au 31 décembre 2023 qui compte. La réduction d'impôt, elle est de 61 € pour un collégien, 153 pour un lycéen
183 pour un étudiant. Donc, on prend la situation au 31 décembre. Illustration, j'ai un enfant qui a été collégien du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023, donc là, une année scolaire, et qui, à la rentrée de septembre 2023, est rentré au lycée. Au 31 décembre 2023, il est lycéen, donc il a droit à la réduction d'impôt lycée 153. Donc, il faut cocher les cases. Hein. Vous avez des cases à cocher, vous mettez un nombre d'enfants, vous mettez j'ai un dans la case pardon, un dans la case collégien si vous avez un collégien. Ben, si vous avez 3 lycéens, vous mettez 3 dans la case lycéen. La réduction n'est pas accordée pour les enfants apprentis, puisqu'un apprenti n'est pas considéré comme un enfant qui poursuit des études. Et ensuite, il y a des cas spéciaux pour les enfants qui sont en garde alternée, puisque la réduction d'impôt est divisée par 2. Là, je pense qu'il y a une erreur sur la diapo. C'est pas un crédit d'impôt, c'est une réduction d'impôt. Le crédit pour le crédit accordé, la réduction d'impôt accordée pour les cotisations syndicales, on a droit à 66% du montant des cotisations, limité à 1% du salaire ou de la pension. Point de vigilance, si vous avez opté pour les frais réels, les cotisations ne vous donnent pas droit à la réduction des 66%, elles doivent être intégrées dans les frais réels, dans la case qui va bien. Dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très souvent oublié sur les déclarations de revenus. C'est un avantage fiscal donc qui est accordé aux personnes qui sont accueillies dans un établissement ou un service assurant l'hébergement des personnes dépendantes. Donc là, clairement, j'ai quelqu'un qui est hébergé dans une EHPAD ou dans une maison de retraite et qui fait lui-même sa déclaration de revenus. C'est pas quelqu'un dont quelqu'un de sa famille finance les dépenses dans l'établissement, c'est quelqu'un qui finance lui-même ses dépenses. Il n'y a pas de condition d'âge et il a droit à une réduction d'impôt de 25% des dépenses et d'hébergement, de dépendance et d'hébergement, logement et nourriture, dans la limite de 10 000 euros par personne hébergée. Ce qui fait une réduction maximale de 2 500 euros par personne. Si dans un couple qui fait une déclaration commune, vous avez ce type de dépenses pour les 2 conjoints, vous avez droit quand même à 5 000 euros de réduction d'impôt. Et c'est très fréquemment oublié. Petite précision, les dépenses de soins sont exclues. Et petite subtilité, donc point de vigilance, quand vous avez seulement des dépenses d'hébergement, vous n'avez pas droit à la réduction d'impôt. Si vous avez seulement des dépenses de dépendance, vous avez droit à la réduction d'impôt. Et si vous avez des dépenses d'hébergement et de dépendance, vous avez le droit à la réduction d'impôt sur le cumul des deux. C'est-à-dire que c'est des dépenses d'hébergement qui sont liées à de la dépendance. Si vous n'avez que des dépenses d'hébergement, ça ne fonctionne pas. Donc, beaucoup de vigilance sur les attestations qui sont fournies par les établissements. En général, ils connaissent la règle. Donc, ils vous font un petit détail en mettant les dépenses d'hébergement, les dépenses de soins, les dépenses de dépendance, tout est détaillé. Donc, c'est sur la base de l'attestation qu'il faut repartir pour bien compléter les lignes. Voilà pour les réductions et crédits d'impôt. Dans les divers, petit focus sur les comptes à l'étranger. Les comptes et les avoirs détenus à l'étranger doivent être déclarés sur la déclaration de revenus général. Il y a des cas spécifiques qui sont à cocher, la 8UU ou la 8UT, assurance vie. Alors, je sais que quand j'interroge les gens en faisant leur déclaration de revenus, en leur disant « vous n'avez pas de compte détenu à l'étranger », la question est pas forcément très bien perçue. Les gens ont l'impression qu'ils sont suspectés de fraude fiscale et d'avoir dit j'ai fraudé et j'ai été placé de l'argent en Suisse ou au Luxembourg. C'est pas du tout le sens de la question et c'est pas du tout le sens de la case à cocher sur côté de l'administration fiscale. Doivent être déclarés tous les comptes à l'étranger. Donc les comptes à l'étranger, ça peut être aussi des comptes en Europe. Voilà. Vous avez une résidence secondaire au Portugal, voilà, donc vous avez acheté une résidence secondaire, vous avez ouvert un compte bancaire au Portugal pour payer votre taxe foncière
et votre électricité, vous avez un compte à l'étranger. Vous avez étudié pendant plusieurs années aux États-Unis, vous avez ouvert un compte bancaire aux États-Unis et vous ne l'avez jamais fermé, vous avez un compte à l'étranger. Vous avez hérité de votre grand-mère polonaise un contrat d'assurance vie en Pologne, vous avez un compte en Pologne, donc vous avez un compte à l'étranger. Donc la notion est très très large. Donc j'insiste là-dessus, parce que cette déclaration, donc vous avez une case à cocher, une déclaration spéciale à faire qui s'appelle la 3916. Il n'y a pas d'éléments chiffrés à mettre dessus, c'est uniquement des coordonnées. C'est-à-dire, j'ai un compte bancaire au Portugal, dans telle banque, et on met les coordonnées du compte bancaire. C'est tout, point barre. Par contre, si vous ne faites pas cette déclaration, vous vous exposez à une amende. L'amende, c'est 1 500 € par compte non déclaré. Donc, c'est un peu bête quand on ne l'a pas déclaré et qu'il y a 300 € sur le compte bancaire de prendre une amende de 1 500. Comme ils peuvent revenir 3 ans en arrière, ça peut faire 1 500 par 3. 10 000 € quand le compte est dans un État qui n'a pas signé de convention de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale avec la France. Donc là, ça commence à faire un peu. Et puis, petite tolérance, on a des sanctions allégées pour les avoirs qui sont reçus dans le cadre d'une succession. Donc voilà, j'insiste là-dessus parce que il y a beaucoup de gens qui cochent pas les cases sur la déclaration. Je vous conseille vivement de vous poser la question et de répondre et de, si vous avez des comptes à l'étranger, de cocher les cases qui vont bien. Le petit focus sur les enfants et je ferai surtout après un focus sur le calcul de l'impôt sur le revenu pour vous faire un petit exemple pour vous montrer comment ça marche. Focus sur les enfants puisque c'est souvent ce qui revient régulièrement dans les questions pour dire qu'est-ce que je dois faire pour mes enfants majeurs qui sont étudiants. Est-ce que je dois les attacher à ma déclaration fiscale ou au contraire, est-ce que je dois les détacher et leur faire faire une déclaration de revenus tout seul? Donc, la pension alimentaire qu'on verse à un enfant majeur, c'est une charge qui est déductible de la base imposable. Donc, c'est pas une réduction d'impôt, c'est pas un crédit d'impôt. Donc, ça a un impact différent suivant la tranche d'imposition dans laquelle vous êtes. Je vous ai mis un petit exemple. Alors, on va d'abord faire un petit focus sur le barème de l'impôt sur le revenu. Voilà comment ça marche le barème de l'impôt sur le revenu. Le barème de l'impôt sur le revenu, c'est un barème par tranche, pour une part. Donc, vous avez dans la colonne de droite, pour une part, les seuils. Donc, quelqu'un qui a, on va faire un exemple après, quelqu'un qui a 100 000 € de revenus, donc qui aura un abattement de 10%, aura un revenu imposable de 90 000 €, va payer un impôt qui s'élèvera à 21 128. Donc là, vous avez le détail du calcul. Jusqu'à 11 000 €, il va payer 0. Entre 11 000 et 28 000, c'est la deuxième tranche, il va être taxé à 11%. Il va donc payer 1 925 € d'impôt sur une base de 17 000, etc., etc., etc. Donc, quelqu'un qui a 90 000 € de revenus paye un impôt de 21 000. Il est dans une tranche maximum à 41, mais vous voyez que n'importe qui, peu importe le niveau de ses revenus, qui fait une déclaration tout seul, a une tranche à 0. Donc, personne n'est taxé à 41 ou 45% sur l'ensemble de ses revenus. C'est un barème progressif par tranche. Donc là, vous avez un exemple, avec mon petit célibataire qui a 100 000 € de revenus. Il paye de l'impôt dans la tranche maximale à 41%. Il a un taux moyen d'imposition qui est de 23%. Donc, quand vous entendez les gens vous dire « moi, je paye de l'impôt à 41 », bah non, vous voyez, lui, il a une partie de son impôt qui est à 41, mais son taux moyen, c'est 23. Donc, c'est quasiment la moitié. Et ensuite, on a un taux de prélèvement à la source. Donc, les tranches d'impôt sur le revenu sont par part. Donc, ça, c'est le barème pour une part. Si vous avez 3 parts, la première tranche, c'est de 0 à 3 fois 11 294. La deuxième tranche, c'est 3 fois 11 294 jusqu'à 3 fois 28 797. Donc, je vous expose ça pour vous montrer que quand on a des enfants, voilà, et qu'on leur verse des pensions alimentaires, bah, si on verse une pension alimentaire maximum de 6 674, puisque c'est la limite maximum pour 2023, si vous êtes dans une tranche à 11,
ça va vous faire économiser 734 € d'impôt. Si vous vous mettez dans une tranche à 45, ça vous fait économiser 3000 € d'impôt. Et donc, c'est ces économies-là d'impôt qu'on va comparer à ce qu'on aurait payé si on avait rattaché les enfants. J'ai fait le même calcul avec une pension à 3 968, mais l'administration vous explique que quand vous avez des enfants, les enfants ne peuvent pas vous procurer des économies d'impôt supérieures à 1 759 € par demi-part supplémentaire. Et donc, quand vous avez un enfant, c'est une demi-part supplémentaire. Votre deuxième enfant, il vous procure une demi-part supplémentaire. Le troisième enfant, il vous procure 2 demi-parts, c'est-à-dire une part. Et le quatrième enfant, il vous procure 2 demi-parts supplémentaires, c'est-à-dire une part. Donc, quand vous avez 4 enfants, vous avez droit à 3 parts supplémentaires. Et donc, l'administration fiscale vous dit, si vous avez 4 enfants, vous avez 3 parts supplémentaires, donc vous avez 6 demi-parts, c'est la dernière ligne, là. Vous ne pouvez pas économiser plus de 10 554 € d'impôt. Donc ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, je rattache mes enfants à mon foyer fiscal, mais l'économie d'impôt que peuvent me procurer mes enfants est limitée. Et c'est ce calcul-là qui est très compliqué à faire quand vous faites vos déclarations de revenus tout seul. Parce qu'il faut arriver à le calculer avec ce plafonnement. Donc là, en l'occurrence, pour 4 enfants, mon économie d'impôt maximale, c'est 10 000 €. Petit exemple chiffré. J'ai pris une famille avec 4 enfants. Donc 4 enfants, c'est 5 parts. Une part pour monsieur, une part pour madame, une demi-part pour le premier, une demi-part pour le deuxième, une part pour le troisième, une part pour le quatrième. Donc j'ai 3 parts pour les enfants, j'ai 2 parts pour les parents. Donc j'ai 5 parts. J'ai pris un parent 1 avec un revenu à 50 000, un parent 2 avec un revenu à 72 000. Je vous donne pas le détail des calculs, mais j'ai calculé l'impôt normalement avec les enfants. 6 600 € d'impôt. Ensuite, je calcule l'impôt sans les enfants, c'est-à-dire avec monsieur, madame tout seul. 21 672 € d'impôt. Ensuite, je calcule la différence. Si sans enfants, je paye 21 000. Avec mes 4 enfants, je paye 6 000. La différence, c'est 15 014. L'administration me dit, mais non, non, c'est pas possible. Vous pouvez économiser maximum, en bas, 10 554. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez payer de l'impôt sur le montant que vous auriez payé sans vos enfants, moins l'économie maximum, 10 554. Donc, vous voyez, c'est très, très limité. C'est-à-dire que normalement, s'il n'y avait pas le mécanisme du plafonnement, vous paieriez 6 600 € d'impôt. Sans enfants, vous en auriez payé 21 000. Et en fait, avec le mécanisme du plafonnement, vous vous retrouvez entre les deux à payer 11 000 € d'impôt. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que ce calcul-là, c'est celui qui fausse, entre guillemets, toutes les estimations que vous pouvez essayer de faire comme ça, vite fait, sur un coin de table, en prenant directement l'application du barème. Donc, j'insiste là-dessus. Dernier point sur le prélèvement à la source. On avait fait un webinaire spécial sur le prélèvement à la source où je vous expliquais qu'on pouvait faire beaucoup de choses, moduler, opter notamment pour des taux neutres ou des taux individualisés. J'insiste seulement sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites votre déclaration de revenus, c'est le taux commun qui s'applique pour le prélèvement à la source, sauf si vous décidez d'opter pour des taux individualisés. À partir du 1er septembre 2025, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que systématiquement, vous aurez des taux individualisés, sauf pour les revenus fonciers, parce qu'on considère que c'est toujours moitié-moitié. Et par contre, vous pourrez opter pour un taux commun. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté en matière de prélèvement à la source. Je vous ai fait un exemple avec un couple marié sans enfant. Donc, pour ceux qui ont suivi mon dernier webinaire, j'ai repris le même exemple. J'ai monsieur et madame avec 120 000 € de revenus, monsieur avec 24 000 € de revenus. L'impôt du couple, c'est 25 452.
donc avec l'application du barème, là. Avec les taux du foyer, j'arrive à un taux de prélèvement à la source pour le foyer de 17,70. Je vais payer 2124 €. La retenue à la source de madame sera de 1770 et celle de monsieur de 354. Quand je vais opter pour les taux individualisés, évidemment, j'ai le même total. J'ai toujours 2124 € d'impôt, mais la retenue à la source pour madame, c'est 2060 € et la retenue à la source pour monsieur, c'est 64 €. Donc, en haut, c'est ce qui s'applique aujourd'hui si vous ne faites pas d'option. À partir de 2025, systématiquement, ça sera les taux individualisés. C'est-à-dire que celui qui aura les plus gros revenus aura un taux de prélèvement à la source plus fort que son conjoint. Alors qu'aujourd'hui, le système normal, c'est que vous voyez, c'est 17,70 pour les deux. Voilà. Donc, ça permet de dire celui qui a les plus gros revenus paye plus d'acompte que celui qui a moins de revenus. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Donc effectivement, on aurait pu parler de plein d'autres sujets. Moi, je vous remercie tous pour votre attention. Je vous souhaite une bonne campagne de déclaration de revenus. Merci, bonne soirée à tout le monde.